Augustin, nous sommes ici pour parler d'une formation sur l'immobilier ancien, le marché de l'immobilier ancien. Et nous avons décidé de découper cette formation en 3 sous-thèmes. Oui. Donc il y a pour la première partie le parc de logement, où on va revenir sur les grands repères sur ce qui fait le parc immobilier français. Puis nous verrons quels sont les besoins en logement, que ce soit dans l'ancien mais également le neuf, pourquoi il y a un besoin de renouveler le parc immobilier français. Et enfin, nous nous concentrerons sur le marché du logement ancien, que ce soit en termes de nombre de ventes ou de prix de vente sur l'ensemble de la France. Alors, commençons donc par le parc de logement en France. C'est vrai qu'on va prendre en fait la présentation en entonnoir. Avant de parler du marché, c'est vrai, on va un peu dresser le portrait du parc. C'est intéressant de rappeler à nos consultants que le logement, c'est un besoin élémentaire. Donc ça, ne serait-ce que de dire ça, ça montre la profondeur et l'attractivité du marché sur lequel nous nous positionnons, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Et on prend comme image souvent la pyramide de Maslow. Oui, parce que ça va être un besoin essentiel pour tout un chacun d'avoir un toit sur la tête qui va être synonyme de sécurité mais également de confort. C'est un point qui va être essentiel pour tous et qui donc recouvre une importance importante que ce soit au niveau de la société mais également au niveau écologique par exemple. Et c'est vrai qu'on dit que c'est un besoin élémentaire parce que c'est dans ce lieu que se réalisent tous les besoins fondamentaux des êtres humains. Oui. Alors ce parc de logement en France, il s'élève à combien ? Alors on a un peu moins de 37 millions de logements ordinaires en France. Et c'est un parc qui est en augmentation. On a près de 2 millions de logements qui ont été construits entre 2015 et 2020. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on a à peu près 500 logements pour 1000 habitants. Donc on est un peu au même niveau que l'Allemagne, mais ça fait plus de logements qu'aux Pays-Bas ou qu'au Royaume-Uni par exemple, parce qu'en France, on a aussi l'impact notamment des résidences secondaires qui va être plus fort sur les littoraux notamment. On pourrait préciser qu'un logement ordinaire, pour ceux qui nous écoutent, c'est un logement classique, hors maison de retraite, résidence de service, etc. C'est de l'habitation classique sans forme particulière, mais on y reviendra après. Alors, comment se répartissent ces 36 millions de logements entre résidences principales et résidences secondaires ? Donc on va avoir un peu plus de 30 millions de résidences principales et qui sont notamment importantes au sein des grandes agglomérations. On va également bien sûr avoir les résidences secondaires et les logements occasionnels qui sont près de 4 millions, qui est également un parc en croissance. Et enfin, on va avoir un peu plus de 8% de logements vacants en France. La vacance, c'est vraiment un point clé lors de l'analyse d'un secteur. Parce qu'elle peut recouvrer plusieurs réalités. Ça peut être de la vacance sur des logements anciens, vétustes, mais ça peut également être de la vacance sur des logements plus récents, où là il y aura plus une alerte sur le potentiel locatif, notamment d'un secteur. Donc en fait, on met toujours en corrélation la vacance avec l'ancienneté d'un parc et le niveau de construction, on va dire, passé, pour savoir en fait si ces constructions récentes ont pu être absorbées sur le marché locatif ou pas, d'ailleurs, oui. Sur l'occupation au sens large. Donc en fait, une vacance seule ne peut pas être à lui seul témoigner de la qualité d'un marché. Voilà, exactement. Puis il y a également la vacance en fonction des typologies. La vacance peut être plus présente sur des petites typologies sur certaines villes. Et dans d'autres villes, ça sera au contraire les 4 pièces, 5 pièces et plus qui vont avoir une vacance élevée. Et grâce aux chiffres de l'INSEE, on peut avoir ce type d'informations sur les différentes villes de France. Alors tout à l'heure, on parlait des logements ordinaires, du coup, les habitations classiques. On compte aussi en France 1,6 million de logements non ordinaires, c'est-à-dire résidences étudiantes, maisons de retraite, etc. On peut dire que c'est quand même un parc qui évolue. Oui, parce que ça va être de plus en plus important, le logement non ordinaire, parce qu'on a l'augmentation de la durée d'études, l'augmentation du nombre d'étudiants, puis de l'autre côté, on a également de plus en plus de seniors, l'augmentation de la durée de vie et en meilleure santé. Donc c'est un parc qui évolue fortement pour répondre aux nouveaux besoins des Français. D'où le fait qu'on référence un plus grand nombre des projets étudiants et des résidences seniors sur le marché de l'immobilier. Maintenant, si on s'attarde sur les typologies et surfaces par habitant, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Il y a des choses intéressantes qu'on peut observer sur la taille des typologies en lien avec les dispositifs d'incitation fiscale. Oui, c'est que historiquement en France,
on va avoir un parc avec des typologies plus élevées. On remarque qu'on a plus de 50% du parc qui est composé de 4 pièces, 5 pièces et plus. Or aujourd'hui, la construction porte davantage sur les 2 pièces et les 3 pièces. Par exemple, le nombre de 2 pièces a augmenté de 14,40% entre 2009 et 2020. Parce que cela va répondre aux évolutions de la société française, comme on le verra par la suite dans cette présentation. Très bien. Et enfin, pour finir, on est sur un parc que l'on pourrait qualifier plutôt d'ancien, puisqu'en fait, on a majoritairement le parc qui a été en France construit avant les années 90. Oui, tout à fait. On a un parc ancien et qui peut être vétuste par certains endroits, avec notamment des pics de construction lors des 30 Glorieuses, qui montrent qu'on a par exemple près de 50% du parc qui a été construit entre 1946 et 1990 et dans les années 80. Donc c'est toute cette période après Seconde Guerre mondiale où on a vu une construction élevée de logements en France. Et on le verra, les réalités sont très différentes d'une ville à l'autre. On pourrait par exemple, sans dévoiler la fin de la formation, mais observer que sur Toulouse, on a un parc qui est plutôt jeune, oui, plutôt récent, puisque reconstruit majoritairement après les années 90, alors que sur des villes comme Avignon, Nîmes, etc., on est sur des parcs qui sont plutôt anciens, d'où des enjeux de construction immobilière aujourd'hui sur ces secteurs-là. Oui, avec des centres-villes, on pense notamment à Nîmes ou à Avignon, avec un immobilier très ancien sur ces secteurs. Alors, nous venons de voir que le parc de l'immobilier est un parc qui répond à un besoin fondamental, avoir un toit sur la tête, mais si on s'attarde un petit peu plus sur les phénomènes qui sous-tendent à la fois la construction de logements neufs et la mise sur le marché de logements pour permettre une rotation fluide, on voit qu'on a des phénomènes démographiques, et plus que ça encore, qui génèrent ces besoins en logement. Est-ce que tu peux nous en dresser rapidement Alors, avant de nous en dresser le portrait, est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment les différents acteurs du marché ou à combien évolue le nombre de logements à construire? Alors, les différents acteurs du marché vont avoir une vision qui va être parfois variable sur le nombre de logements nécessaires en France par an. Mais on peut dire qu'il y a environ un besoin de 500 000 nouveaux logements sur le marché aujourd'hui en France par an. On est plutôt sur une construction de l'ordre de 340 000 logements par an sur ces dernières années. Et c'est des besoins qui ne seront pas les mêmes partout, on le verra notamment par ailleurs. Par exemple, 37% des besoins seraient concentrés dans les 20 plus grandes métropoles françaises, ce qui veut dire qu'on a plus de 60% des besoins qui vont être également nécessaires, notamment dans les agglomérations plus intermédiaires. Donc en fait, on a plusieurs acteurs, donc l'INSEE, la Fédération des promoteurs indépendants, l'Union sociale pour l'habitat, qui font des scénarios différents. Mais on va dire que ça se joue entre 350 000 et 450 000 nouveaux logements à mettre sur le marché chaque année. Et on peut observer que ces besoins estimés ne sont pas comblés aujourd'hui par les dépôts de permis et les autorisations de mise sur le marché. Donc on voit bien que se dessine quand même quelque part une crise du logement, puisqu'en fait les besoins ne sont pas comblés. Ces besoins en fait ils sont dus, Augustin, à plusieurs phénomènes, j'étais allée un peu vite tout à l'heure, à plusieurs phénomènes démographiques. Est-ce que tu peux nous les lister? Oui, alors les besoins aujourd'hui en France vont s'expliquer par différents besoins. C'est une étude qui avait été menée sur à quel type de besoin on va associer les nouveaux logements mis sur le marché. Et on remarque que le besoin le plus important, c'est la décohabitation. Par décohabitation, on pense à la réduction de la taille des ménages. C'est que lorsqu'il y avait 2 ménages, on va en avoir plusieurs. C'est par exemple les étudiants qui quittent le domicile parental, ce qui vont créer un nouveau besoin en logement, qu'auparavant il n'y en avait qu'un. Ça, c'est un point qui est particulièrement important en France parce que l'âge moyen de départ du domicile parental en France, il est de 23,6 ans. La moyenne en Europe, c'est 26,5 ans. Mais on a des pays où l'âge moyen du départ du domicile parental sera bien plus élevé. On a par exemple l'Espagne ou l'Italie où on se rapproche des 30 ans. Et on a même le Portugal où c'est plus de 33 ans. Et donc c'est vraiment la vingtaine, un âge où on est souvent locataire. Et donc des besoins sur le marché locatif qui vont être créés par ce départ du domicile parental et qui vont créer des besoins en logement. Mais c'est également l'augmentation du nombre de divorces qui vont créer de nouveaux besoins en logement, l'augmentation de la durée de vie qui vont créer des nouveaux besoins en logement. Et tous ces besoins, on remarque que c'est notamment plutôt sur les petites typologies.
En fait, c'est ce qu'on appelle également le desserrement des ménages. On a besoin de plus de ménages, au regard de tout ce que tu viens de nous expliquer, mais en plus grand nombre. Donc effectivement, quand on a une famille qui se sépare, on va passer d'un grand logement, 4 pièces, 5 pièces, en 2 logements, par exemple, de 3 pièces. Et c'est pour ça que sur le marché de l'immobilier neuf et sous l'impulsion des dispositifs d'incitation fiscale, les acteurs sont amenés à construire des logements en 2 pièces et 3 pièces, d'où l'augmentation du parc en 2 pièces et 3 pièces que tu nous as expliqué oui. Dans le panorama du parc de logements. Donc on a la décohabitation, on a aussi en deuxième facteur la croissance démographique, parce que la France est un pays qui a une croissance à 0,3 oui, donc on a une population qui augmente de 0,3% par an. Alors c'est un chiffre qui peut paraître peu élevé, mais à l'échelle d'un pays de plus de 65 millions d'habitants, ça reste un chiffre élevé et qui n'est pas le même partout en France. Des secteurs comme Toulouse vont connaître une forte croissance démographique qui vont avoir un impact fort sur les besoins en logement. Et d'autres secteurs où on aura plutôt une population en baisse qui vont donc pas créer de besoins. Pour situer à Toulouse, à peu près, de mémoire, on est à 1,5% par an de variation de population. Oui, on se rapproche de 1,5%, donc c'est un secteur avec une forte croissance et donc des besoins associés à la croissance élevés. Autre phénomène, c'est les besoins aussi qui sont liés à la rénovation du bâtiment, à l'ancienneté, j'ai envie de dire, du bâti. On le voit aussi quelque part malheureusement dans les faits divers. On a un parc ancien, voire très ancien sur certaines agglomérations et sur certains territoires. Et il faut en fait remettre du logement, remettre ces logements sur le parc, donc soit en les rénovant, soit en les reconstruisant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au regard des enjeux environnementaux, on se rend compte qu'on a des besoins qui sont liés à la rénovation très importants. Et oui, c'est souvent, d'ailleurs, dans le cœur de ville ancien des grandes agglomérations, oui. On va pouvoir retrouver beaucoup de logements, parfois vétustes et même insalubres, qui ne sont plus forcément habitables, qui créent de la vacance et qu'il faut rénover oui. ou il faut construire de nouveaux logements pour pouvoir répondre aux besoins des habitants de ces communes, que ce soit en tant que propriétaire, mais également en tant que locataire. Je dirais qu'on a d'autres phénomènes que l'on peut observer, comme les flux de population, ce qu'on appelle l'héliotropisme ou l'alliotropisme, c'est-à-dire, par exemple, les seniors qui viennent passer leur retraite, soit sur le secteur du bassin de Thau, par exemple, soit sur la façade atlantique, soit pour aller chercher le soleil, soit pour aller chercher le littoral. Donc, d'où ces termes d'alliotropisme et d'alliotropisme. On peut observer aussi ces facteurs au travers de cette courbe, c'est l'augmentation du nombre de ménages attendus, c'est lié à la croissance démographique et aussi au phénomène de décohabitation. Oui, ça va être notamment les nouveaux modes de cohabitation qui viennent impacter le nombre et la taille des ménages. Et donc ici vous avez un graphique réalisé par l'État qui nous montre que la projection entre 2018 et 2030 serait de 215 000 nouveaux ménages par an qui sont d'autant de besoin de nouveaux logements ou du moins de remise sur le marché de logements plus vétustes anciens. Alors ces facteurs, tu nous le disais, on peut les observer de façon différente selon les territoires. Si on regarde à l'écran, on a des réalités complètement différentes selon qu'on soit sur Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Montpellier, etc. Avec même, on le voit, à Toulouse, on était à 1,3, on frôle les 1,5 sur les derniers scénarios. Mais Clermont-Ferrand aussi, par exemple, qui a une croissance démographique plus modérée, à 0,6, c'est aussi un territoire qui est en pleine mutation, en plein mouvement, et qui, du fait de son dynamisme économique, et des phénomènes démographiques, génère à lui aussi des besoins en logement significatifs sur cette métropole qu'on qualifierait de plus intermédiaire ou plus moyenne. Oui, qui est peut-être moins connue de tous. Ce qui est intéressant également, selon les différents profils de villes, c'est qu'on peut remarquer que sur les 6 villes que vous avez à l'écran, on a Toulouse, Nice et Bordeaux qui sont les 3 villes avec les besoins annuels les plus importants. Autant Toulouse, on peut remarquer que cette croissance, on a pu dire, Toulouse est une ville un peu plus récente dans son bâti immobilier. Ça va s'expliquer par la vitalité économique, démographique qui va créer les besoins. Nice, on peut remarquer que la croissance démographique annuelle est moins importante. Et pourtant, on va avoir des besoins annuels très importants parce que là, on va revenir sur le parc ancien. Nice, c'est également une ville
dans laquelle le parc ancien est très important, le parc vétuste est très important, et donc on va avoir un besoin de nouveaux logements qui va plus s'expliquer par le besoin de renouveler le parc que par la croissance démographique. Donc en fait, à chaque ville, sa réalité, on peut voir que les besoins ne seront pas les mêmes partout en France. Alors, si l'on s'attarde maintenant sur le marché de l'immobilier ancien, on pourrait déjà commencer par expliquer qu'un logement ancien, de tradition, c'est un logement qui a plus de 5 ans d'antériorité, mais on peut dire aussi, plus simplement, que c'est un logement ancien, c'est un logement qui a déjà fait l'objet d'une transaction immobilière, qui a déjà été vendu une première fois, qui a déjà été acquis. Donc, combien on compte de logements anciens sur le parc ? Donc, on a environ 36 millions de logements anciens sur le parc. Et c'est un parc qui est en évolution, qui passe de main en main. Par exemple, en 2022, c'est un peu plus de 1 100 000 logements qui ont été vendus, ce qui représente 2,9% du parc. Et le marché de l'immobilier ancien représente 75% du marché de l'immobilier dans son ensemble. Il ne faut pas oublier que le marché de l'immobilier, c'est à la fois le volet du neuf, dont on vient de parler, et aussi le volet de l'ancien. Et ce sont tous ces logements qui sont remis sur le marché chaque année et qui permettent de répondre à tous les besoins dont on vient de parler. Alors, comment se compose ce marché de l'ancien ? Quelles sont les typologies de logements qui tournent le plus sur le marché ? Alors, ce sera les appartements qui sont le plus vendus aujourd'hui sur le marché, et notamment sur les petites typologies. Ils sont vendus essentiellement par des agents immobiliers. Est-ce qu'on connaît à peu près le prix moyen d'un logement vendu dans l'ancien ? Alors oui, 230 000 euros pour une surface de 78 mètres carrés. Et d'après les prévisions de Meilleur Agent, qui est l'une de tes sources, en fait, on estimerait qu'on aurait près de 900 000 logements qui seraient vendus sur le parc dans les prochaines années. Ouais. Pour ordre d'idée, en 2013, c'était environ 700 000 logements qui étaient vendus sur l'année 2013. Alors effectivement, le nombre de transactions évolue. On le sait, l'immobilier, c'est un actif qui est cyclique, qui est soumis à différents éléments conjoncturels et structurels, un événement géopolitique, l'évolution des taux d'emprunt, bien évidemment, qui détermine la solvabilité des ménages. Ce qu'on a pu observer sur un cycle court, c'est que, par exemple, lors de la pandémie, ou suite à la pandémie, on a observé une hausse historique en 2021 du nombre de transactions. Effectivement, on l'a pu l'observer sur le marché de l'immobilier neuf aussi. Les Français ont été en recherche de nouveaux types de logements, de surfaces extérieures en particulier. Pour tous ceux qui ont été confinés sans avoir des espaces extérieurs, c'était évidemment plus complexe. Donc on a eu un rebond du niveau de transaction, une envie de changement. Et effectivement, après, suite à l'évolution des taux d'emprunt, le brusque retour à des taux au-dessus de 4%, effectivement, on a ressenti une baisse au niveau des transactions. Mais si on regarde sur un cycle plus long, notamment sur le prix, parce que le prix c'est ce qui détermine aussi le parc dans l'ancien, c'est de se dire quand est-ce que c'est le bon moment pour acquérir un logement dans l'ancien, quand est-ce que c'est le bon moment pour le mettre sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que sur le cycle de l'immobilier, même à analyser le nombre de transactions ou à analyser l'évolution des prix, on est toujours sur un cycle très long. Et donc nous, on aime beaucoup avec Augustin cette courbe. Oui, on peut voir qu'on va alterner des périodes de hausse de prix. Donc là, on est sur, juste pour resituer, on est sur une courbe qui retrace les prix de l'immobilier dans l'ancien sur un cycle très long qui est à l'échelle de plus d'un siècle, entre 1900 et 2020, et donc c'est la reconstitution des prix dans l'ancien à l'échelle de Paris depuis 1900 et depuis 1935 à l'échelle de la France. Et c'est une courbe qui est issue du ministère de la Cohésion des Territoires. Oui, exactement. Et on peut voir, voilà, on va alterner des périodes de stagnation, de hausse de prix, de baisse de prix, parce qu'en fait, ça va être les périodes inflationnistes, les crises géopolitiques, les variations du taux d'emprunt qui vont être des éléments explicatifs des différentes évolutions. Mais sur un cycle long, on remarque très bien avec cette courbe que les prix évoluent toujours de façon haussière. Donc effectivement, il faut toujours prendre du recul et se dire que la situation que l'on rencontre et qui peut générer une baisse ou une hausse est toujours à observer en fait de façon plus contextualisée sur le cycle long. Voilà, c'est ce qu'observent tous les acteurs du marché. Investir en immobilier, c'est se positionner sur le cycle long.
Alors si l'on s'attarde maintenant sur le tableau réalisé par l'Organisation nationale de la rénovation énergétique, on peut effectivement observer qu'en fonction de l'année de construction du parc, on a une incidence très forte sur le niveau de performance énergétique. Donc si bien qu'avant 1948, on note une proportion de logements en DPEG de façon très significative, puisque 15% des logements construits avant 48 sont en classe G, 18%, 18,5% sont en classe F et 28% sont en classe E par exemple. Et donc logiquement, plus le parc est récent et plus la tendance s'inverse. Oui, on est sur un parc qui est fortement impacté en termes de DPE sur l'ancienneté. Et en sens inverse, on remarque que pour les DPE A, B ou C, on les trouvera en plus grand nombre sur les logements les plus récents. Et c'est d'autant plus marquant sur les DPE A et B pour les logements construits depuis 2013. D'où les besoins en rénovation qui vont s'imposer sur ce parc et qui vont faire aussi évoluer le marché de l'immobilier dans les années à venir. Alors, est-ce que la performance énergétique a une influence sur ce qui se vend, en termes de transactions, en termes de prix, Augustin? Oui, et on le remarque de plus en plus. Aujourd'hui, on a environ un tiers des vendeurs qui désirent vendre leurs biens en raison du classement en DPE F ou G. Et en sens inverse, le DPE est un critère très important pour 74% des acheteurs. Et c'est pour ça qu'on remarque que la part de classement classé DPE F ou G augmente fortement ces dernières années parmi les logements à la vente, et même aujourd'hui plus important en part que le poids total dans le parc pour les logements qui sont classés F ou G. Alors, quels sont les logements qui se vendent le plus? J'imagine que c'est les logements en catégorie D. Oui, effectivement, les logements classés D sont les plus nombreux et donc nécessairement sont également ceux qu'on va retrouver le plus dans les ventes aujourd'hui en France, ou du moins depuis 2019, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc là, si on s'attarde sur la courbe, la courbe en jaune représente les logements qui sont classés en D. Donc on peut observer par exemple qu'en catégorie D, en 2023, 33% des ventes faites étaient des logements qui étaient classés en DPE D. Oui, exactement. Puis on remarque que les logements les moins vendus, qui sont également les moins nombreux, sont les logements classés A ou B, et qui vont être de plus en plus nombreux grâce à la construction neuve et à la rénovation énergétique. Est-ce qu'on peut dire que plus un logement est bien classé dans le DPE et plus il se vend cher? Oui, tout à fait. Et ça va dépendre non seulement du DPE, mais également dans l'environnement du logement. On remarque que l'impact d'un DPE n'est pas le même dans toutes les régions en France, mais ce qui est certain, c'est que dans toutes les régions, un logement classé A se vendra plus cher qu'un logement classé D, et inversement, un logement classé F se vendra moins cher qu'un logement classé D. Peut-être un peu moins vrai pour Paris intramuros, parce que les logements très anciens, style haussmannien, ont la cote, mais dans les secteurs plus élargis, les régions françaises, c'est une vérité que l'on retrouve partout. Et quel est l'impact, Augustin, sur le marché locatif ? Est-ce qu'on a un attrait un peu moins important, par exemple, pour un logement qui est plus énergivore au niveau locatif ? Oui, c'est très impactant. Un locataire va faire attention au DPE, notamment pour le confort. On a par exemple 18,7% des ménages occupant leur logement depuis plus d'un an en 2013 qui ont expliqué avoir souffert du froid au cours de l'hiver 2012. Et c'est un impact direct du DPE et des logements qui vont avoir une protection thermique moins importante. Donc on le voit, en synthèse, le parc de l'immobilier ancien est un parc qui est soumis à une très forte dynamique, avec des niveaux de transactions qui frôlent le million sur ces dernières années, chaque année. Et on voit aussi que les classements en performance énergétique permettent aussi d'orienter les transactions, le niveau de prix et l'appétence sur le marché locatif. Et donc le sous-jacent de tout cela, c'est tous les enjeux de rénovation énergétique et thermique qui vont s'imposer au parc du logement ancien et qui vont amener l'émergence d'un nouveau marché de l'ancien, en fait, si je peux dire. Oui, on est de plus en plus sur des sujets de rénovation et qui viennent répondre non seulement par rapport à ce qu'on a pu voir dans cette présentation aux besoins écologiques, le besoin de renouveler un parc ancien, mais également aux critères sociétaux avec des ménages qui ont besoin d'occuper un logement avec du confort, avec du chauffage,
est-ce que la rénovation et la construction de logements neufs pourra répondre en adaptant ce marché ancien au niveau de besoin des Français aujourd'hui. Et ce nouveau marché de la rénovation va être soutenu par des dispositifs d'incitation fiscale, par exemple le dispositif de Normandie qui a été reconduit jusqu'en 2027, le régime du déficit foncier, le dispositif Malraux ou encore le dispositif du monument historique. Merci beaucoup Augustin pour cette leçon. Merci Muriel.